Donc une table ronde aujourd'hui dans le programme de Nice Fiction. Donc avec, on a choisi avec Sybille Marchetto un certain nombre de tables rondes très ouvertes qui explorent justement les différentes facettes de l'imaginaire. Et je salue d'ailleurs Roger Bozetto qui est ici aussi. Voilà. Alors on a un écran qui clignote, mais bon, pourquoi pas. Peut-être on excède tellement le réel que l'écran n'y survit pas. Alors ces villes qui excèdent le réel, en fait, c'est finalement se poser la question ensemble de la place des villes dans l'imaginaire et de voir, je vais vous présenter les intervenants, de voir comment ces villes finalement sont à la fois des villes évidemment excessives, des villes qui sont outrées, qui vont au-delà de la réalité, mais qui bien souvent sont étroitement liées au réel. Et finalement sont l'expression dans l'imaginaire d'un attachement, parfois viscéral, parfois affectif, ou parfois peut-être plus intellectuel ou architectural, plus esthétique on va dire, à des villes réelles que les auteurs et les chercheurs ici présents ont en quelque sorte profondément ancré en eux un rapport peut-être intimiste à une ville, ou inversement, c'est ce qu'on verra aussi ensemble, des créations purement et complètement imaginaires qui au contraire vont apporter quelque chose qui finalement peut-être, on va le voir avec eux, est détaché de la réalité. En tout cas, les villes imaginaires excèdent le réel, mais peut-être ne coupent pas les ponts avec lui, ce qui serait une bonne manière de revenir à la définition principale de la science-fiction, qui est d'être toujours une pédagogie de la réalité. Alors pour cette discussion, 5 intervenants tout à fait remarquables et je suis très heureux de les avoir. Alors je commence par celui qui est le plus éloigné mais avec lequel je suis arrivé ce matin puisque j'ai le bonheur qu'il soit à la maison, ce qui nous permet de discuter aussi beaucoup ensemble et on se connaît bien, Gilles Menegaldo. Gilles Menegaldo est enseignant-chercheur à Poitiers, spécialiste de l'histoire du cinéma et notamment un grand spécialiste de H.G. Wells et des adaptations au cinéma de Wells notamment. Il a travaillé sur Wells, il a aussi travaillé sur Ballard. Et donc c'est quelqu'un qui est aussi un habitué des Utopiales, le festival de Nantes, et qui va donc nous parler des villes au cinéma et des représentations des villes au cinéma. À côté, on a Julien Guibert, qui est auteur, qui, pour tout un tas de raisons, est aussi tout à fait légitime et à cette table ronde et à mes côtés et à nos côtés, aux côtés de l'organisation, et qui a déjà réfléchi aux villes dont il va vous parler tout à l'heure. À côté, nous avons donc Chantal Robillard, voilà, qui est un auteur aussi très important, qui publie beaucoup de nouvelles notamment, et qui s'est intéressé aussi à un certain nombre de villes. Alors, je leur ai demandé un petit peu, mais je vous laisse la surprise, je vous dis pas lesquelles, qui viendra aussi nous parler de certaines villes chères à son cœur, et qui est en dédicace, bien sûr, ici, pendant toute la durée du festival. À côté d'elle, Mélanie Fazi, que vous connaissez tous, qui est l'une de nos invitées d'honneur cette année avec donc Jean-Claude Dugnac en particulier. Je m'excuse encore Mélanie, hier j'ai oublié lors de l'inauguration de le citer. Et donc Mélanie qui vient notamment de publier un recueil qui s'appelle Le Jardin du Silence, où d'ailleurs je lisais les premières lignes d'une nouvelle, je crois que c'est la première nouvelle du recueil qui commence sur quelques lignes sur Paris. Très poétique où tu dis voilà Paris est une ville, tout de suite en quelques lignes on est déjà donc peut-être on parlera de Paris et pas uniquement. Et puis enfin à mes côtés pour la première fois donc aussi à Nice Fiction, Antonio Bellomi qui est un auteur italien, un auteur de science-fiction italien et qui nous fait aussi l'amitié d'être des nôtres sur cette table ronde. Donc Antonio Bellomi, grazie molto di essere con noi. Parleremo in italiano ma farò la traduzione quando voilà. Il ne parle pas français, mais on parlera plusieurs langues, pas de souci. Voilà, donc merci à tous d'être là. Et puis alors, chacun d'entre vous, peut-être, et ça serait peut-être une bonne manière de commencer, donnez-moi à chacun, je vais commencer peut-être par Gilles, hein, avant d'entrer dans les débats et de voir ce lien avec la réalité, quelle est votre ville fétiche, si vous en avez une? Quelle est la ville qui a le plus excité votre imaginaire? Car l'imaginaire excède la réalité, donc il faut aussi qu'il soit excité, qu'il soit en quelque sorte suscité une émotion en quelque sorte. Quelle ville,
imaginaire ou réel, a été en quelque sorte un élément incontournable pour vous dans votre parcours d'auteur, de chercheur, etc. Alors peut-être commençons par Gilles. Est-ce qu'il y a une ville comme ça, chère à ton cœur, la ville où tu voudrais te retrouver instantanément lorsque tu le souhaites ? Dans la réalité, c'est vraiment un choix très difficile à faire, mais je dirais que Venise fait partie effectivement des villes, c'est pas très original, mais parce que c'est une ville très particulière. Non, même s'il y a d'autres modèles de villes construites sur l'eau et qui dépendent de l'eau essentiellement, mais là il y a la mer, il y a le réseau de canaux, et puis toute l'histoire extraordinaire, et puis aussi c'est le fait que c'est une ville qui est menacée constamment, oui. Une ville d'art et d'histoire, où n'importe quelle petite église, petite placette réserve des trésors, des surprises, et en même temps une ville profondément menacée, donc une ville qui à certains égards a à voir aussi avec la mort. Oui, qui risque, qui justement glisse peut-être hors de la réalité. Qui glisse hors de la réalité, voilà. Donc ça c'est pour ça. Mais après, il y a aussi dans les villes imaginaires, alors c'est peut-être pas vraiment des villes de science-fiction, mais quand j'ai lu ces textes pour la première fois, j'ai été frappé par la beauté des villes de l'écrivain anglo-irlandais qui s'appelle Lord Dunsany, qui est inspiré beaucoup Lovecraft et qui a construit son œuvre en particulier sur la vision de villes imaginaires, de villes utopiques, plutôt des villes utopiques ou imaginaires, à l'inverse de ce qu'on trouvera dans le cinéma où on a très rarement des villes utopiques, mais plutôt des villes dystopiques. Voilà. Mais bon. D'accord. Donc entre dystopie et Venise, et on va reparler de Venise, j'en suis certain, avec ce sentiment d'une ville qui peut glisser hors de la réalité et que peut-être l'imaginaire peut se réapproprier. Bon, après, il y a aussi Londres qu'on a, dans la littérature victorienne, dans la littérature contemporaine. Je crois que Londres, c'est aussi une ville qui a suscité énormément d'imaginaire, d'écrivains, Stevenson, Les Nouvelles Mille et une Nuits, pour ne citer que ça, et qui commence par l'un de ses textes en disant Londres, Bagdad sur la Tamise. Donc, ce qui veut, l'époque de l'Empire victorien, de l'Empire britannique évidemment. Donc, le côté extrêmement cosmopolite, babélien, etc. Voilà. D'accord. Pour l'instant, juste votre ville, vraiment, la ville, celle où tu te retrouverais instantanément si tu le pouvais. Alors ça a été très difficile pour moi de te répondre parce qu'évidemment quand on parle d'une ville, en fait, on pense à des milliers de villes en fait. Oui. Très bonne remarque. C'est vrai que j'avais pensé d'abord à Venise et puis tout de suite je me suis retrouvé projeté dans la Rome à l'époque impériale. C'est celle qui, par mon travail, je suis au départ enseignant de latin, c'est celle à laquelle je pense quotidiennement, je dirais, mais celle qui me marque le plus parce qu'elle a été détruite, elle n'existe plus aujourd'hui en plus, c'est Kowloon Walled City. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Kowloon Walled City, qui a été détruite, c'est une ville dans la ville. À l'intérieur de Kowloon, vous aviez une enclave qui s'appelait Kowloon Walled City, qui est une sorte de ville qui existait sur un bout de territoire international, donc une ville qui n'avait pas de nationalité elle-même, donc dans laquelle tous les échanges étaient permis. Et ça a été donc à l'époque la ville la plus dense au monde, et ça n'était qu'une ville. Donc il faut imaginer une ville dans laquelle on abolit même le concept de rue, où les habitations sont en même temps des commerces, les rues sont des commerces et des habitations, et c'était la ville la plus dense au monde où les gens vivaient, ont vécu, parce que cette ville n'existe plus, elle a été rasée, ont vécu littéralement les uns sur les autres et les uns au-dessus des autres. D'accord, donc une ville extrêmement dense, et c'est ça qui te fascine, hein, et le fait qu'elle n'existe plus aussi. Oui, voilà. Alors le fait qu'elle ait été détruite et le fait, en fait, ce qui me fascine il y a plusieurs choses qui me fascinent dans la ville et dans les villes. C'est la ville qui n'existe que pour elle-même, ou que par elle-même. On en a parlé un peu avec les autres intervenants hier. Mais la ville qui n'est qu'une ville, en fait, qui abolit le reste du monde, en fait. D'accord. Qui abolit qui abolit la nature, en fait. D'accord, justement ça fera le lien puisqu'on parlait des villes-jardins hier. Alors Chantal. Oui, alors moi c'est Venise aussi, vraiment au-dessus de tout. J'écris sur Venise depuis assez longtemps, des poèmes et des nouvelles. Et mon prochain livre s'appellera Planète Venise parce que j'emporte Venise sur une autre planète. Mais
contrairement à mon voisin, mes deux voisins de droite, c'est la Venise liée au fantastique qui m'intéresse. Et notamment en liaison, on en parlera plus en développement tout à l'heure, avec les villes invisibles de Italo Calvino, hein, les Città Invisibili, où Venise est partout, même si c'est à peine évoqué. Et puis, dans une autre ville qui m'intéresse pour de toute autre raison, c'est Moscou. Là, c'est la Moscou littéraire et la Moscou fantastique qui m'intéresse. La Moscou de Bulgakov, la Moscou de Tchekhov, qui apparaît à peine dans la Cerisée. Enfin voilà, ce genre de choses. Le lien entre le réel et le faux dans une ville, entre le temps et l'espace également. Voilà, je développe. D'accord. Oui, très bien. Pour l'instant, on fait un premier tour de table. C'est histoire de voir quelle ville on va aller visiter en priorité. Donc Moscou et Venise, qui pour l'instant l'emportent, mais pour des raisons joliment différentes, effectivement. D'accord, ouais. Alors Mélanie, tes ou tes villes préférées. Il marche pas, je crois. Il faut juste le... Voilà, là ça c'est bon. Ah oui. Je vais juste rebondir un peu sur Kowloon en disant que j'ai découvert l'existence récemment. J'ai traduit un roman jeunesse de Ryan Grodin qui s'appelle Fuir la citadelle et qui se passe dans je ne sais plus comment s'appelle la ville dans ce roman, mais elle le dit clairement, c'est inspiré par Kowloon avant sa destruction et ça a l'air d'être un endroit vraiment fascinant et très très inquiétant aussi. C'était voilà juste une petite parenthèse. Moi, il y a deux villes qui m'ont marqué. Je dirais il y a celle pour des raisons intimes quelque part qui est Paris, la ville de toute ma vie d'adulte et qui est vraiment ma ville. Mais celle qui a le plus marqué mon imaginaire, je crois que assez clairement, la première qui m'est venue, c'est la Nouvelle-Orléans. Au départ, que je l'ai découvert un peu comme disait Chantal par des romans fantastiques. Pour moi, c'était Anne Rice, Poppy Z. Bright, un peu, et toute l'espèce de folklore lié au vaudou, un peu toute cette image-là. Et j'ai découvert ensuite que la ville a une autre identité qui est plus terre à terre, mais beaucoup plus étrange et insaisissable finalement. Quelque chose de très bariolé, c'est assez difficile à expliquer. Et que je conseille pour les gens qui s'intéressent à la ville de regarder la série Trémé, qui pour moi a vraiment capturé l'esprit de la ville. Et il se trouve que j'ai lu la première fois que je l'ai visité, c'était pendant le premier carnaval après Katrina, qui est vraiment un moment très particulier de son histoire. Et je crois que s'il y a un voyage que j'oublierai jamais de toute ma vie, c'est celui-là. D'accord. Donc deux villes, on va dire centrales, voilà. Nouvelle-Orléans, avec une émotion très puissante par rapport à elle, puis Paris comme parce étant, voilà, Nouvelle-Orléans comme une ville étrangère qui me fascine mais que je comprends pas vraiment, et Paris comme étant la ville que j'ai appris à découvrir au quotidien depuis 18 ans maintenant. Oui. Ce qui est bien parce que c'est en train de se profiler aussi déjà la suite des questions que j'ai prévues, mais vous les incarnez déjà bien, c'est-à-dire le rapport aux villes est pas forcément physique, il est souvent très littéraire aussi. Alors Antonio, quale sarebbe la tua città preferita? Perché la città dove vorresti ritrovarti ogni volta che hai bisogno di ritrovarti da una parte molto speciale, una città unica? Quale sarebbe? Penso tra tutte le città che ho visitato, Vienna sia stata quella che mi ha più affascinato per questo suo legame, come dire, veramente internazionale. Non dimentichiamo che Vienna è stata capitale dell'impero asburgico che con tutti i difetti che aveva, e con tutti i difetti che aveva purtroppo Francesco Giuseppe, è pur stato uno dei primi esempi di Europa unita in parte, perché comprendeva parecchi stati e dopo l'impero asburgico ce n'è voluta prima di arrivare alla Unione Europea. Quindi in Vienna si respira ancora oggi questa multiculturalismo, difficile la parola, scusate, perché questo lo si trova sia nell'architettura, sia nella cucina, che è una cucina che ha assorbito il meglio dell'Italia, dell'Ungheria, della Cecoslovacchia, della Slovenia, e si sente veramente una capitale che non è stata tanto una capitale di conquista, ma una capitale di assimilazione. Tant'è vero che l'intelligenza viennese era tutta di origine ceca, e questo può sembrare strano, però in effetti gli intellettuali erano tutti cechi e questo ha creato anche delle tensioni.
Quindi Vienna è la città che mi attira di più in tutti i sensi. Sotto un altro aspetto meramente pratico mi attira, ma non ci vivrei, Singapore, per la qualità della sicurezza che offre. Singapore è severissima contro tutte le infrazioni di tipo infrazioni che sono reati, insomma, e per cui le persone vengono punite, non come succede in Italia, che insomma gli si fa la carezzina e se ne vanno per conto loro. Non so com'è la corruzione politica in quei paesi, non ne ho idea. Certo che da noi in Italia non stiamo facendo un bel esempio in questo momento, e penso che lo saprete benissimo anche voi. Ogni giorno vengono arrestati magistrati, poliziotti, guardia di finanza, gran comì di Stato, e di conseguenza ci vorrebbe anche una città pulita dal punto di vista politico. Vienna, per esempio, mi sembra che abbia molto meno problemi di noi sotto questo aspetto. Se vogliamo invece edificare una città completamente nuova, l'esempio che ho in mente risale al 1500, un progetto di Leonardo da Vinci, dove le strade erano di traffico, col traffico di allora che era ridicolo, erano completamente separate dalle zone pedonali, dalle zone abitative, perché erano non interrate, ma erano a un livello più basso, per cui anche il rumore era ridotto, e questo è un concetto modernissimo che risale al 1500, e questo potrebbe essere una soluzione se si volesse edificare una città nuova nel futuro. Grazie Antonio. Alors je traduis un petit peu, même si peut-être certains ont déjà bien compris l'essentiel. Tout d'abord, il a parlé de Vienne. Vienne pour ce qu'elle représente culturellement pour l'histoire de l'Europe et la capitale d'empire, et puis surtout une ville qui est multiculturelle, avec notamment un symbole assez fort par rapport à son statut impérial, c'est que ce multiculturalisme a aussi permis la rencontre de différentes stratégies politiques, de différentes cultures, notamment la culture tchèque, comme il l'a très bien dit tout à l'heure. Et puis ensuite, j'oublie, oui, après Singapour, il nous a parlé de Singapour. Alors, pour des raisons très différentes, il a dit qu'il a apprécié la ville de Singapour, qu'il n'y vivrait pas, hein, il l'a quand même précisé, mais il l'a visité tout comme Vienne, hein, donc il nous a parlé de villes qu'il a connues intimement, physiquement. Singapour, pour la qualité de sa sécurité, puisque c'est une ville extrêmement sévère pour tous les délits et toutes les atteintes à la personne et aux biens, et qu'il trouve que ce modèle de sévérité urbaine et de sécurité urbaine est particulièrement remarquable par rapport aux villes européennes, où il a notamment dénoncé en Italie l'incapacité des pouvoirs publics à protéger les personnes. Et enfin, il nous a parlé d'un projet utopique complètement donc rêvé, qui était le projet de Léonard de Vinci au XVe siècle, et le projet d'une ville beaucoup plus rationnalisée, si j'ai bien suivi ce qu'il m'a expliqué, avec une distinction très claire et très précise entre les zones piétonnes, on va dire, et puis les zones de circulation, ou les voies de circulation, avec cette idée de Léonard de Vinci d'enterrer, de masquer, de cacher, pour que dans l'horizon urbain, on ne voit aucun véhicule, aucune voie de circulation, que tout soit en dessous du niveau du regard, pour que la ville, évidemment, puisse ressembler à quelque chose de plus humain, de plus piétonnier, au sens où aujourd'hui, justement, en enterrant certaines voies de circulation, c'est ce qu'on essaye de faire, y compris à Nice d'ailleurs, avec cette révolution du tramway et cette réduction des voies de circulation pour les véhicules à essence et autres. Bon, si, vai. Sono rapido. Volevo rendere omaggio solo a Jean de la Hire, vostro autore francese molto famoso, che ha scritto un romanzo Al di là delle tenebre, Au-delà des ténèbres. Ecco, e aveva immaginato una Venezia che, pur portata nel futuro, viveva sul turismo, se vogliamo, sotto certi aspetti, perché tutti gli abitanti si adeguavano a vivere esattamente come si viveva ai tempi della Serenissima. E questa è un'idea molto originale, che ovviamente non sarebbe praticabile oggi, però magari sarebbe praticabile, non so, per qualche quartiere, e sarebbe molto interessante dal punto di vista turistico. E comunque Jean de la Hire ha avuto un'idea formidabile. C'est bien Jean Delaye, c'est bien ce que j'ai compris.
C'est ça, voilà. Au-delà des thèmes, comme celui-là je ne l'ai pas lu malheureusement, j'avoue. Mais donc voilà, le hommage à Jean de La Hire et par rapport à aussi un retour sur Venise et une interprétation sur Venise à l'époque de la Sérénissime. Alors, on a glissé. Alors, il y a deux choses moi que je retiens de vos premières interventions et je vais un petit peu vous relancer, un petit peu vous titiller. D'abord, vous m'avez parlé de villes principalement qui vous fascinaient. Pas nécessairement parce que vous les aviez connus, à l'exception peut-être d'Antonio et puis de Mélanie qui a parlé de Paris. Et Antonio, Saïsta, toi, Singapour. Hein, solo così, va bien. Donc Vienne, voilà. Donc Vienne et Paris. Mais sinon, la plupart d'entre vous m'avez parlé finalement de villes qui sont déjà des représentations, qui sont déjà des reconstructions littéraires, imaginaires, etc. Donc finalement, on est déjà dans des villes qui excèdent le réel avant même que vous vous en soyez emparé. Et est-ce que finalement, c'est une question que je me pose mais en tant qu'auteur aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller voir une ville pour la faire vivre? Est-ce qu'il n'y a pas un grand paradoxe de l'imaginaire qui est ce pouvoir de susciter ou d'invoquer une ville alors même qu'on n'y a jamais mis les pieds? On le voit bien d'ailleurs au cinéma, hein, la plupart des villes du cinéma, d'ailleurs la plupart des films ne sont même pas tournés dans les villes qu'ils prétendent montrer, on le voit même dans les séries télé parfois où on reconstruit des quartiers purement factices. Est-ce que ce sentiment-là vous le partagez? Oui, Plus belle la vie, voilà, effectivement. On a parlé aussi hier en apéro série. Est-ce que vous le partagez ce sentiment? Est-ce que quand vous créez un roman qui va se passer dans Venise, est-ce que vous éprouvez finalement pas du tout le besoin d'aller sur place, véritablement? Alors qui veut répondre? Vas-y Chantal. Je veux bien commencer. Je vais... tous les 2-3 ans à Venise, donc je connais bien. En même temps, comme Venise est un labyrinthe qu'on s'y perd et qu'on ne connaît pas par cœur le nom de toutes les rues, quand j'écris sur Venise, je réinterprète. Donc c'est quitte à mettre des noms de rues qui n'existent pas, je veux dire ça n'a pas d'importance dans le déroulé de l'histoire, ou ça peut en avoir, mais voilà. Mais il me semble intéressant d'avoir été au moins une fois dans une ville. Pour pouvoir sentir ne serait-ce que les odeurs, si ça se passe dans un autre pays, ne serait-ce que des détails matériels tout bêtes, comment sont les poubelles, comment sont les transports, etc. Et on peut effectivement sur certaines villes inventer complètement, mais par exemple Venise, dans la mesure où beaucoup de gens y sont allés au moins une fois, c'est relativement difficile d'inventer n'importe quoi. Pour la topographie, voilà, par exemple. Pour la topographie. Sur Moscou, c'est plus facile parce que, voilà, si on la situe, d'ailleurs, j'ai eu des problèmes avec Dimension Moscou parce que des gens m'ont inventé des quartiers avec des noms complètement farfelus. Non, mais non seulement qui n'existaient pas, mais qui ne pouvaient pas être russes. Donc c'était un peu plus compliqué. Mais voilà. Avec quand même la licence de l'imaginaire, c'est-à-dire que quelque part, on peut très bien inventer des parties de Venise qui n'existent pas, dès lors qu'on est dans la tonalité, dès lors qu'on a saisi un peu l'âme de la ville, quelque part. D'accord. Qui d'autre veut s'exprimer encore sur... bon, évidemment, Julien, ta réponse va sans doute être... à part que tu aies une machine à voyager dans le temps. Pardon ? À part que tu aies une machine à voyager dans le temps. Non, en fait, je pense qu'il y a deux choses dans la ville, parce que en fait, la plupart des villes sont des villes historiques, contrairement aux villes imaginaires. Alors, on a très peu de villes qui ont été inventées. Hein. J'avais vu un documentaire, c'est Brasilia, c'est ça, au Brésil, une ville qui a été inventée. Oui. Mais le souci, créée, en fait, mais c'était inventé au sens dessiné sur un plan ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que la plupart des villes, pour moi, sont des aberrations au niveau historique, parce que c'est grouillant, il y a différentes époques, et on a tendance même dans une ville qu'on visite à la réinterpréter. C'est-à-dire soi-même, quand on visite une ville du réel, on a tendance chacun à y voir une chose différente, et on va souvent dans des villes pour y voir ce qu'on s'attend à voir, ou pour être surpris par les choses qu'on s'attendait pas à voir. Et c'est très difficile de visiter une ville avec un regard, je dirais, neuf, en fait, et de se dire, comment est-ce qu'elle pourrait être? On va projeter sur la ville, les villes qu'on connaît, et c'est très difficile, justement, même quand on visite une ville, je pense, de l'appréhender, surtout que la plupart des villes ont des histoires assez compliquées et qui ont structuré ou même déstructuré la ville, en fait. Oui, puis surtout, c'est un autre élément qu'on évoquera peut-être après, mais du coup, j'en profite quand même pour le verser au dossier.
les villes sont transversales dans le temps aussi. C'est-à-dire que moi je vois très bien, je connais un tout petit peu Rome, je vois très bien à Rome, selon le quartier dans lequel on se trouve, le Trastevere ou une autre partie de Rome, on n'est plus du tout dans le même siècle. Et finalement, elles excèdent le présent. On peut presque se projeter avec les projets aussi vers le futur. D'accord. D'autres commentaires toujours sur ce sentiment ou cette nécessité d'aller sur place? Est-ce que le fait d'aller sur place change les choses? Est-ce qu'on se dit, tiens, je vais réécrire ce que j'ai déjà écrit parce que j'avais pas envisagé la ville comme ça ou... Moi, c'est un des questionnements que je me suis posé. Alors, à mes débuts, étant fasciné comme beaucoup de gens, par les États-Unis, ce qui est un peu cliché avec le recul, et en particulier par le sud des États-Unis, j'y ai situé plusieurs textes, sans y être allé à l'époque. Alors, il semblerait qu'il y en ait un où j'ai réussi à faire illusion, quelqu'un l'a lu et m'a dit que c'était correct. Il y a eu un roman où j'ai commis un certain nombre d'erreurs, et notamment j'ai décrit des églises qui étaient des églises européennes. Je me suis absolument pas posé la question de savoir si les églises étaient différentes. Et quand je suis allée pour la première fois aux États-Unis, que j'ai vu à quel point ce que j'avais écrit était dans le cliché, finalement n'avait rien à voir, je me suis rendu compte que on a le droit, effectivement, pourquoi on n'aurait pas le droit de faire ça, d'accord, mais moi je m'en sens plus le droit. Et je crois que c'est la Nouvelle-Orléans qui a été vraiment ce basculement. C'est le moment où j'ai écrit dessus. J'ai écrit une seule nouvelle. Je me suis interdite de décrire quoi que ce soit que je n'avais pas vu. Parce que j'ai tellement le sentiment que j'ai frôlé une ville qui a une identité complexe et une identité vraiment très très particulière. Elle ressemble à aucune autre ville aux États-Unis ou ailleurs. Que le risque de se tromper était trop grand. Et j'avais pas le droit, moi, en tant que touriste, de raconter n'importe quoi. Donc j'ai mis en scène une touriste qui a vu ce que j'ai vu, à un petit détail près. Mais j'ai le sentiment que, en plus, pour avoir ce rapport à Paris, qui est qu'effectivement on arrive dans une ville avec une image touristique, et ensuite quand on y vit, qu'on s'y installe, on y découvre d'autres choses. Et je découvre que chaque quartier de Paris est pratiquement une ville à part avec son ambiance. Alors, donc je pense que moi maintenant je décris quand je parle d'une ville, je ne décris pas où je suis. Je vais parler d'un décor. Je vais dire ça se situe dans, j'ai fait une salle de concert, j'ai fait un endroit, mais je dis pas où c'est. Soit la seule ville, soit je décris quelque chose que j'ai vu, comme à la Nouvelle-Orléans, soit je peux me permettre d'écrire sur Paris parce que je la connais intimement, c'est ma ville. Mais je fais vraiment très très attention à ça maintenant. Alors ça c'est très intéressant parce que finalement ça veut dire que plus on maîtrise une ville, plus on la respecte quelque part et comme tu l'as dit très joliment, on se sent mal à l'aise de la tromper en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on devient presque porteur de la subjectivité de cette ville. Tu exprimes. Il y a ce qu'on... je crois que c'est Julien qui disait ça, effectivement on a chacun un rapport différent à la ville, on a chacun son histoire. Et moi je m'aperçois qu'en fait quand on habite dans une ville ou qu'on apprend à la connaître, on peut aller au-delà de cette représentation qui est dans l'imaginaire collectif, on va dire. Et pour prendre un exemple concret, j'avais été fascinée par ce qu'a fait Neil Gaiman sur Londres dans Neverwhere. Bon, c'est pas un roman qui m'a tellement marqué, mais j'ai adoré le jeu qu'il a fait sur les stations de métro. C'est-à-dire qu'il a pris, il y a cette espèce d'univers parallèle dans le sous-sol de Londres, et il a joué sur le nom des stations de métro, donc le truc le plus terre à terre possible. Il a mis en scène, en fait, en quelque sorte, il y a la station Seven Sisters, par exemple, il y a 7 sœurs qui habitent. Il a vraiment joué sur les noms, et je trouve ça fascinant d'arriver à faire quelque chose d'aussi ludique et de développer son imaginaire sur les détails les plus terre à terre du quotidien. Tout à fait. Oui, très très bonne remarque. Gilles, par rapport au cinéma, peut-être moi, je ne pensais pas parler du cinéma maintenant. D'accord, vas-y. Non, parce que je voulais réagir par rapport... J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Mélanie, effectivement. Ça me paraît important soit d'avoir visité, soit de connaître à fond et de pouvoir justement... imaginer à partir de ce qu'on connaît, parce que justement on le connaît suffisamment pour qu'il y ait un ancrage, vous parlez de cet ancrage dans la réalité en quelque sorte. Et quand c'est pas le cas, je pense à une nouvelle de Lovecraft par exemple qui s'appelle La musique d'Eric Zahn, et je crois que je sais pas si c'est une légende ou une réalité, mais il aurait dit à un critique que Lovecraft aurait dit qu'il avait visité Paris avec Poe dans ses rêves. Voilà. Mais en fait, on s'aperçoit que la vision qu'il a de Paris est extrêmement cliché, justement. Enfin, c'est quelques remarques que ça pourrait être n'importe quelle ville, c'est pas Paris, ça pourrait être n'importe quelle ville européenne. Donc en fait, si on veut vraiment avoir une sorte d'authenticité, il faut bien connaître. Bon, c'est ce que fait Hugo Pratt aussi, d'une toute manière, ce que fait Donna Leon à propos de ses romans vénitiens, etc. Un très beau jeu. Alors c'est une remarque, c'est une référence cinématographique, mais qui n'est pas nécessairement science-fiction. C'est un film qui s'appelle Don't Look Back, qui est un film fantastique, superbe,
qui se passe en partie à Venise, et effectivement, où là, c'est pour répondre un peu à rebondir sur Venise. Venise, évidemment, est un lieu fantastique par excellence. Enfin, bon, voilà, c'est un lieu d'inquiétante étrangeté. Et Hugo Pratt a très bien montré dans son dictionnaire insolite de Venise. Voilà. Après, bon, pour le cinéma, effectivement, alors, c'est encore... justement, juste pour faire le lien encore un petit peu pour le cinéma, puis après je reviendrai sur Antoine. Par rapport aux réalisateurs qui se sont intéressés ou qui ont dépeint une ville, est-ce qu'on peut faire ce même constat dans les films de science-fiction? Je pense au Los Angeles, tout à l'heure on en parlait de Blade Runner. Est-ce qu'il faut aussi une connaissance intime de la ville pour pouvoir la subvertir, la transformer? Je pense, oui. Je vais pas parler de Blade Runner maintenant, mais on parlait de Metropolis, on a évoqué brièvement. Fritz Lang, en fait, effectivement, crée une ville imaginaire avec un certain nombre d'éléments d'architecture de l'époque, etc. Mais son influence principale, enfin la première idée, puisqu'on parlait d'idées hier, c'est un voyage à New York en fait. C'est la skyline de New York qu'il a inspiré pour Metropolis, clairement. Après, évidemment, il y a toutes les influences architecturales européennes et autres. Il y a les influences orientales, il y a les jardins suspendus, il y a etc. Sans compter la symbolique de la ville souterraine et la ville en surface. Mais il y a quand même au départ cette vision de New York qui a été le point déclencheur. Ouais. Voilà. En fait, j'ai un peu l'impression que lorsqu'on parle de ville comme ça par rapport à plus que comme source d'inspiration, comme vraiment élément constitutif de la création, qu'elle soit littéraire ou cinématographique, on est vraiment dans une fréquentation intime qui donne le ton juste. Et que même si dans vos romans, dans vos essais, dans vos textes, vous n'évoquez que quelques petits éléments, ces éléments seront justes s'il y a une fréquentation intime, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit historique, ou qu'elle soit aussi physique, aller prendre aller toucher l'âme de la ville. Et ça, c'est très touchant parce que ça veut dire qu'aussi, en science-fiction, alors qu'on peut penser qu'on est dans l'imaginaire le plus débridé, on peut toucher à la quintessence d'une cité, à condition de la voir suffisamment fréquentée, brassée, etc. Et que donc, par l'imaginaire, on peut toucher à ce qui fait la nature, à ce qui fait l'identité d'une ville. Et ça, je trouve ça important de le rappeler. On n'est pas simplement des faiseurs d'univers, on est aussi des témoins d'une époque, d'une densité culturelle, telle ou telle. Vas-y. Est-ce que je peux juste ajouter une chose? Ce qui m'intéresse aussi, c'est de reprendre un personnage d'un autre auteur et de le faire passer dans une ville. Donc j'ai repris par exemple Marco Polo, j'ai repris Corto Maltese, j'ai pris Cendrillon, j'ai pris le Juif errant, celui de Fruttero et Lucentini, et je les ai fait passer dans Venise. Et alors là, c'est à la fois la ville elle-même qu'il faut quand même connaître, et en même temps connaître l'œuvre dont on pique un personnage pour le faire, qu'il soit, j'ose pas dire réaliste, puisqu'ils sont imaginaires, mais qu'il ait lui aussi une âme. Donc il y a à la fois l'âme du personnage, qui d'ailleurs peut changer, et l'âme de la ville qui se rencontre, qui se double, qui se dépasse. Voilà, ça me paraît intéressant. D'accord. Vas-y Julien. Oui, j'avais un contre-exemple. En fait, à la suite de ce que vous dites, il y a un contre-exemple qui me vient parce qu'on l'étudie beaucoup en littérature. Moi, je fais des études de lettres. Le contre-exemple qu'on donne souvent, c'est La forme d'une ville de Julien Gracq. Puisque Julien Gracq, dans La forme d'une ville, décrit Nantes, et Nantes qu'il n'a jamais connue, en fait, puisqu'il était en pension à côté de Nantes, et simplement une fois par semaine, pour rentrer chez lui, il traversait Nantes en carriole, et donc il entendait Nantes et il apercevait des bouts de Nantes, et il a dans sa tête d'enfant, en fait, dans toute son enfance, reconstitué Nantes. Et ce qui est assez fascinant, parce que tous les gens j'en fais pas partie, mais tous les gens qui connaissent bien Nantes disent qu'il a une reconstitution de la ville qui est remarquable, juste à partir de ce petit chemin qu'il parcourait chaque semaine pour aller de sa pension à la gare. Et du coup, c'est vrai que ça interroge aussi sur la connaissance intime d'une ville et sa reconstitution, en fait. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé de connaître une ville dans son intégralité pour toucher à l'âme il suffit d'en avoir. Alors, Antonio, scuso perché dovrei tutto tradurre, e sei traduttore, lo sai bene. Dunque, abbiamo parlato della conoscenza intima di una città che ci permette di concepire meglio quando scrivi questa stessa città.
nel senso che non puoi rinunciare alla realtà quando scrivi. Nei tuoi scritti, nei tuoi testi, hai questo rapporto alla città, nel senso, se conosci molto bene una città, non puoi la tradire quando la scrivi, devi rispettare l'anima di questa città o sei completamente libero di creare tutto quello che vuoi. Capito? Io non mi sono mai ispirato a città che conosco, perché ho sempre scritto cose intanto al di fuori della terra, in generale. E non mi sono mai ispirato a una città in particolare, ma ho preferito inventare delle situazioni, inventare degli ambienti, ma completamente avulsi da una realtà, dalla realtà. E anche senza prendere un modello così un po' istintivo, per esempio Roma o Singapore, senza volando, ma lo facendo lo stesso. No, veramente no. Allora, diciamo che se dovessi scrivere qualcosa appositamente sceglierei Venezia probabilmente, perché è quella che forse ha più fascino esotico. Alors, Antonio nous dit, moi, j'ai une passion pour les villes que j'ai citées tout à l'heure, mais aucune ne m'a vraiment inspiré pour mes récits de science-fiction. Quand j'écris des récits de science-fiction, j'invente des cités complètement, et je ne m'inspire pas délibérément, comme il l'a dit, je ne m'inspire pas des cités que je connais. Alors j'ai essayé d'un peu insister pour le taquiner, il est là pour ça, évidemment, il a accepté d'être là, il est là. Et il m'a dit, si vraiment il en fallait une, ce serait Venise. Donc Venise est en train de gagner. Venise est en train de gagner le combat, alors que la Nouvelle-Orléans a beaucoup de choses à nous dire, Kowloon aussi, donc bon. Alors moi j'ai encore une autre question, mais comme le temps avance, j'aime bien donner la parole tôt au public. Est-ce que déjà il y a une question dans le public? Parce que sinon je vais continuer à poser mes questions à moi, et du coup vous n'aurez pas vraiment... Est-ce que quelqu'un a une question à poser aux intervenants? Ah, on a Roger Bosetto. Alors attends, Roger, je viens à toi. Oui, voilà. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à part Singapour, on n'a que des villes européennes ou bien l'Amérique avec la Nouvelle-Orléans. Et il manque le Japon, il manque la Chine, mais surtout le Japon. Parce qu'avec les villes comme Kyoto, on ne peut pas oublier Kyoto. Alors, il vous accuse d'avoir une culture, voilà, oui, à part Kowloon, une culture trop européenne. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que ça vient parce que c'est celle qu'on voit le plus souvent? Est-ce que c'est peut-être de l'humilité de ne pas aller chercher des villes peut-être trop différentes, hein? Pourquoi pas le Japon, par exemple, oui. Moi, je voulais parler de Meknès aussi, mais comme j'ai déjà Moscou et Venise, voilà, c'est pas le Japon, mais si vous nous offrez le voyage au Japon ou en Chine, j'écrirai sur le Japon. Mais pour aller plus loin, est-ce qu'un auteur européen, vous êtes tous européens, enfin on va se situer comme européens, est capable de s'inspirer, de toucher à l'âme d'une cité résolument non européenne? Je pense que certainement ça a déjà été fait. Le premier exemple qui me vient, c'est Thomas Day qui a écrit sur la Thaïlande, etc. Bon, je pense qu'on a chacun un imaginaire qui nous fascine plus ou moins. Moi, l'imaginaire asiatique met quelque chose d'étranger, et ce sont des villes que je n'ose pas en tout cas aborder pour l'instant. Donc après, c'est très personnel. Même les États-Unis, c'est quelque chose de difficile à aborder pour moi, tellement c'est beaucoup plus différent une fois qu'on est sur place que ce qu'on peut imaginer à travers les œuvres. Mais oui, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont fascinés par l'imaginaire asiatique, japonais, etc. Le premier exemple qui me vient étant Thomas Day avec la Thaïlande, le Japon, effectivement. Oui, où il a voyagé, hein, d'ailleurs. Et en plus, je pense qu'il connaît assez bien les lieux pour le coup. Gilles? Oui, non, je vais rebondir puisqu'on parle du Japon. Justement, tu parlais de Los Angeles 2019 tout à l'heure. Il y a un bon exemple d'intégration de la civilisation, de la culture japonaise dans une ville imaginaire, donc qui excède effectivement la réalité de différentes manières. C'est la ville reconstruite par Ridley Scott dans Blade Runner, mais qui est ancrée quand même dans une réalité, puisque c'est en partie Los Angeles, c'est en partie des immeubles réels de Los Angeles, des immeubles, disons, art nouveau, art déco, tournant du siècle dernier, mais également des références. Tu parlais du fait qu'une ville, bien sûr, elle exprime sa propre histoire
voilà, relativement récente pour Los Angeles, mais en plus on ajoute des couches d'histoire pour recréer cette ville, puisqu'on emprunte aux pyramides mayas, certains immeubles qui ressemblent à des pyramides mayas, que les murs évoquent plutôt un côté médiéval, enfin bon, etc. Et donc il y a cette référence à Tokyo extrêmement précise au niveau du grouillement, par exemple, dans les rues de la population, de la nourriture, des enseignes qui sont des enseignes, etc. Et ça rejoint bien sûr aussi une réalité californienne, c'est-à-dire la présence très forte des Asiatiques sur la côte californienne. D'accord, oui. Mais du coup, ça répond en partie à la question, mais du coup, on est toujours en lien quand même avec une culture, on va dire, européenne ou américaine, comme si, quelque part, voilà, il fallait quand même passer toujours par ce filtre. Non, l'autre question, ce que je voulais dire, c'est que j'ai donné l'exemple de Venise parce que je trouvais que c'était important de parler d'une ville que je connaissais personnellement, voilà. Oui, très relativement bien. D'accord. Et qu'en même temps, j'ai trouvé toujours quelque chose de nouveau à voir chaque fois que j'y vais. Voilà. D'accord. Mais par contre, dans les villes imaginaires que j'aimerais voir, effectivement, il y a Tokyo, parce que j'ai failli y aller, mais il y a eu une épidémie de SRAS et j'ai pas pu y aller au dernier moment, donc je suis un peu frustré. Mais il y a les villes, le temple d'Angkor, par exemple. Enfin, c'est une ville-temple en quelque sorte, et ça c'est quelque chose qui me fait rêver, effectivement. Voilà, ce rapport entre la ville aussi et la forêt vierge, enfin, etc. Bon, il y a énormément de choses bonnes choses à dire par rapport à ça. Voilà. Mais moi, je suis parti plutôt d'une réalité que je connaissais, donc Venise et Londres, plutôt que quelque chose purement imaginaire. Après, pardon. Je crois que Mélanie oui. Juste, j'étais en train de penser qu'il y a pas mal d'auteurs anglo-saxons, notamment britanniques, qui ont écrit. Je pensais à un auteur comme Lewis Williams, où il y avait sur l'Inde, c'était. Sur l'Inde, ça me revient pas. Il y a beaucoup d'auteurs en fait qui ont écrit sur l'Asie, etc. Je pense qu'on est simplement 5 personnalités qui sont pas forcément représentatives de tout. Oui, bien chacun sûr, écrit avec son sûr. histoire. Mais j'ai beaucoup de contre-exemples. Peut-être pas forcément en France, mais en tout cas dans les auteurs européens, anglophones, etc. Il y a beaucoup de contre-exemples. Oui, après il y a aussi des histoires très différentes. Par exemple, beaucoup de Britanniques ont écrit sur l'Inde, et pour cause, puisque l'Empire britannique, ne serait-ce que Kipling, par exemple. Mais je pense qu'aussi, il y a un problème avec la barrière de la langue, parce qu'une ville est aussi modelée par sa langue. Oui. C'est très difficile de parler d'une ville sans employer les mots même de la ville. Il suffit qu'on voit comment on parle de Londres. Si vous parlez de Londres, vous allez parler de Baker Street, de Times Square. C'est des mots qu'il est complètement impossible de traduire. Donc, sur des villes qui sont quand même des villes proches, des villes qui sont visitables par la plupart des Européens. Donc il faut imaginer de se projeter dans un monde asiatique, dans un monde même anglo-saxon, ou dans un monde américain, ou dans un monde d'Amérique du Sud, qui sont des mondes complètement différents du nôtre et qui ne pensent pas la ville comme nous, avec les mêmes mots et avec les mêmes structures. Donc je pense que dans un livre, moi je vois dans le jeu de rôle c'est pareil, c'est très difficile de décrire des réalités qui échappent à notre culture. Ouais, très bien. Oui, Chantal, je peux juste ajouter un exemple sur Moscou, cette fois pour changer un peu de Venise. J'ai demandé à 20 auteurs tout récemment de m'écrire une nouvelle, chacun, sur Moscou. À la 5e place rouge, Beko, Nathalie, j'ai dû mettre un mail à tout le monde en disant « ça suffit ». J'ai une très très jolie nouvelle de Nathalie Do qui sera dans l'anthologie et qui est sur son rapport à la place rouge, à Beko, et voilà. Mais ça suffit, il n'y a pas besoin de... parce qu'elle s'appelle déjà Nathalie, alors absolument, c'est pas juste. Mais justement, tout le texte est là-dessus. Mais il y a pas... Tous les autres m'ont commencé, je descends par l'aéroflotte à l'aéroport machin, et je vais sur la place rouge voir le café Pouchkine. Donc je veux dire, il y a aussi, c'est pour répondre à monsieur, notre imaginaire, non pas d'européen, mais là de français, je dirais, est quand même sur des villes où on va pas souvent, où tout le monde ne va pas régulièrement, relativement pauvre. Enfin pauvre, c'est pas une, c'est pas un défaut, mais on n'a pas grand-chose à dire sur une ville qu'on ne connaît vraiment pas. Donc on se rabat sur des clichés. Donc j'ai dû vraiment dire aux gens, écoutez, les babouchkas, les matrioshkas et voilà, tous les clichés, essayez d'éviter parce que personne ne lira ça au bout d'un certain temps. Donc voilà, c'est juste un exemple. Oui, très bien. Oui, donc il y a quand même un bain culturel il faut faire preuve d'une fois de l'anthropologie, c'est-à-dire aller vraiment apprendre et comprendre une autre culture jusqu'à ce qu'elle devienne presque la nôtre en fait. Et la barrière de la langue, très bonne remarque.
Très bonne remarque de Julien, parce que c'est vrai que... On ne peut pas traduire, personne dans aucun roman va vous traduire Baker Street par la rue du boulanger ou Times Square par Ceci dit, ça serait amusant, à faire. Parce que c'est complet. Alors, c'est ce qui se faisait à l'époque des Belles infidèles, où on traduisait. Amusant, En fait, à une époque dans la littérature française, on a traduit en adaptant. C'était l'époque de Voltaire, où en fait, chaque fois qu'on avait par exemple un roman anglais, on le transposait à Paris, donc on prenait chaque rue, mais c'est complètement... Sherlock Holmes n'a pas habité rue du Boulanger, je veux dire, pour personne, je veux dire, c'est pas possible. Ça perd tout, on perd toute la poésie de la langue, effectivement. Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, il s'appellerait Jean Dupont. Mais je crois que la plupart des gens lisent aussi les récits sur les villes, entre guillemets, exotiques ou plus ou moins lointaines, justement pour entendre la sonorité de ces... Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une super importante, hein. Attention, vous me gâchez pas ma dernière question, monsieur. Hein, donc, allez-y. Non, je rigole. Venez. Oui, comme ça vous parlez italien? Non, du tout. Ah, on va essayer de la traduire alors correctement. Ma c'è Serena, donc ci aiuteras probabilmente. Allez-y. Merci. Donc ma question, donc ça va un peu plus à Antonio Bellomi, mais je pense que les autres intervenants pourront aussi en dire quelque chose. On a parlé des villes réelles qui excèdent le réel, et Antonio Bellomi a parlé d'inventer des villes dans ses récits. Et quels éléments, du coup, lui viennent à l'esprit, quels éléments utilise-t-il pour ancrer ces villes inexistantes dans un réel, voire donc, dépasser ce réel de la même manière qu'une ville existante? Comment arriver à évoquer une ville imaginaire alors qu'elle n'existe pas et donc ne peut pas avoir de résonance en tant que telle chez le lecteur ou chez le spectateur? Et il faut qu'elle l'intéresse en même temps. La question est excellente, elle n'est pas du tout gâchée. Allora Antonio, il signore qua ha chiesto: tu come fai quando devi concepire una città completamente immaginaria per dare al tuo lettore la voglia di scoprire questa città, e come fai, avendo detto che non sei mai ispirato da città reale, da città della realtà, come fai per concepire queste città completamente immaginaria e dare al tuo lettore la voglia di scoprire queste città? È una domanda molto difficile a cui rispondere. Io intanto non è che ho immaginato delle città immaginarie. Di solito le mie storie di fantascienza si sono svolte o a bordo di astronavi o di colonie lunari o marziane, per cui la parte città era minima. Piuttosto avevo puntato sulle reazioni delle persone in ambienti completamente differenti, per cui non ho mai descritto in modo particolare queste città, cosa che invece magari ho fatto a volte quando ho scritto dei racconti gialli, mysteries, perché allora mi sono ispirato veramente a città, ma specialmente a posti gastronomici, perché nei miei racconti gialli quasi sempre si mangia bene o comunque c'entra la gastronomia. Ah bene, bellissimo. Tu veux peut-être traduire, Célène? Je n'ai pas pensé à te demander tout à l'heure, mais si tu veux, pour monsieur, la réponse vaut son pesant d'or. Elle est très italienne, vous allez voir. T'as pas tout suivi? Bon, je commence et puis tu peux ajouter si tu veux. Alors, en gros, il a dit, donc d'abord, il a vraiment jamais décrit de cité complètement imaginaire. Il dit qu'il a décrit des colonies sur la Lune, des colonies sur Mars, qui en fait pour moi sont probablement un peu des cités, mais qui s'est jamais posé vraiment la question de comment les rendre réalistes ou réels à son lecteur. Ça se fait naturellement. Par contre, il écrit aussi des récits gialli. Gialli, c'est des récits d'enquête, des polars, ou plutôt des récits gialli, c'est plutôt les récits... Voilà, des polars. Et là, il crée aussi des villes imaginaires, mais il s'inspire de villes réelles et il dit que surtout, et c'est ça qui vaut son pesant d'or, pour les ancrer dans la réalité, pour les rendre réalistes, il écrit des restaurants et des lieux de gastronomie, parce que dans ces histoires, on mange bien. Voilà, et que donc il s'inspire surtout de restaurants et de lieux de gastronomie qu'il a connus dans telle ou telle ville réelle. Et c'est par la gastronomie, voilà, par le plaisir de la gastronomie, de la cuisine, qu'il ancre son récit.
et dans l'esprit du lecteur de façon plus réaliste. Voilà. Mais qu'il a vraiment jamais, il s'est vraiment jamais posé cette question-là. Mais du coup, on pourrait la poser aussi à vous, c'est-à-dire, est-ce que quand vous créez des villes complètement imaginaires, est-ce qu'on arrive à créer une ville complètement imaginaire? Et pour la rendre réaliste, est-ce qu'on finalement on retombe pas toujours dans quelque chose qui est réel et dont on s'inspire finalement? Est-ce qu'une ville totalement imaginaire est possible? Parce que même les utopies, si on cite Thomas More, c'est évidemment une copie de l'Angleterre, et ainsi de suite. Hein, donc on est toujours dans le... Alors qui veut bien répondre? Une ville totalement imaginaire. Oui, en fait, moi je travaille sur des villes totalement imaginaires, donc c'est d'autant plus facile. Enfin, je t'en avais parlé, moi je voulais rendre hommage à un très grand auteur de la ville qui nous a quittés, et qui est Terry Pratchett. Qui a créé une ville absolument géniale qui est Ankh-Morpork. Alors, ce qui est absolument fabuleux dans cette ville-là, c'est qu'elle est elle-même inspirée d'une autre ville qui n'est pas une ville réelle, puisqu'au départ, il s'inspire du cycle de Fafre et le souricier gris, puisque Ankh-Morpork, en fait, c'est l'Ankmar au départ, donc qui était une ville assez glauque, décrite par Fritz Leiber. Et ce qui est assez fascinant, c'est que Terry Pratchett s'opposait réellement aux villes du Seigneur des Anneaux, en fait, et écrivait en opposition avec Tolkien. Et cette citation qui m'a marqué adolescent, en fait, que je change, il disait que Terry Pratchett disait que c'était très beau d'avoir de belles villes imaginaires avec de jolis jardins et de grands palais, mais ce qu'on oubliait dans une ville, c'est que une ville, c'était d'abord de l'eau et de la merde. Pourquoi? Parce que une ville, il faut abreuver des milliers d'habitants, il faut faire venir des milliers d'habitants. Alors, c'est pour ça que la plupart des villes sont sur des fleuves ou dans les bords de mer. Donc, quand vous voyez dans des villes imaginaires qui sont construites, les très belles villes du Seigneur des Anneaux qui sont magnifiques, la plupart sont très loin du moindre point d'eau. Donc, c'est très amusant, toujours sur des collines, par exemple, loin de nulle part. Et la deuxième chose, c'est ce que disait Pratchett, c'est la merde, parce que quand on a des milliers d'habitants, il faut alors en plus de la merde, il faut éliminer des milliers de déchets. Et là encore, l'eau et les rivières sont fabuleuses, la mer aussi, parce que ça nous permet d'éliminer très facilement des milliers de déchets. Et il a vraiment construit sa ville d'Ankh-Morpork autour de cette préoccupation-là, et c'est pour moi ce qui ancre la ville réellement dans le réel, d'abord avant de penser à des jardins fabuleux, des temples magnifiques et autre chose. Et c'est à lui que je voulais rendre hommage, parce que c'est vraiment un très très grand écrivain de la ville, en fait. Très bel hommage, merci Julien. Et évidemment, bien sûr que tu as raison, et à quel point, oui. Dans la foulée, moi je voulais reparler des villes invisibles de Calvino, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ou qui l'auraient lu il y a très longtemps. Justement, il parle beaucoup des villes de dessous, des souterrains, enfin voilà. Et il cite notamment une ville où, si l'on vient de la mer, si on est un marin, elle apparaît comme un chameau dans le désert. Si on vient du désert et qu'on est un chamelier, elle apparaît comme un bateau sur la mer. Magnifique. Donc voilà, c'est absolument magnifique, et ça montre comment est construit tout son ouvrage. Alors on ne va pas faire une exégèse là, mais on est bien dans l'idée comment on invente une ville imaginaire. C'est Marco Polo qui rêve et qui raconte au grand camp des villes qu'il dit avoir parcourues, puisqu'il dit avoir fait des voyages. Et Calvino raconte dans l'introduction qu'il a pris des éléments comme ça, les musées, les coupoles, les églises, les places publiques, le bain, etc., les égouts, les canaux, etc. Et il les a répartis selon les villes de façon à la fois aléatoire et littéraire. Donc c'est ça aussi une construction, c'est-à-dire pour répondre à la question de façon très très synthétique, on écrit, même si on imagine quelque chose de complètement nouveau, on écrit à partir de ce qu'on est, de ce qu'on a vu, donc on ne peut pas imaginer à partir de zéro, sinon on n'aurait même pas d'alphabet. Donc voilà. C'est à partir de la recomposition, de la réorganisation d'éléments de réel que finalement... Voilà, et de notre propre passé, de ce qu'on a lu, de ce qu'on... Voilà. D'accord. Tant pis pour ma dernière question, moi je vous la poserai à la fin de la table ronde que pour vous. Alors allez-y monsieur, venez. Allez-y. Il y a déjà quelques éléments de réponse. En fait, j'aurais aimé savoir s'il faut écrire une ville sous forme dystopique pour lui permettre de perdurer dans l'imaginaire collectif, en fait. Parce qu'on est obligé de toujours la détruire ou la transgresser à manière de cliché, à force de descendre par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure,
Mais ceci dit, c'est pas dystopique de dire qu'une ville c'est de la merde, c'est vrai quoi. Aussi, ouais. Oui, ouais. Oui, je comprends. Alors, si on prend l'exemple du cinéma, voilà, mais même en littérature, je veux dire effectivement la fascination pour la ville est souvent liée à son caractère fragile, éphémère, à la fois qui peut endurer effectivement pendant des siècles, etc., mais qu'à un moment donné, il y a bien cette idée de chute, de destruction, etc. Et c'est ce côté-là qui apparaît dans un certain nombre de villes fictionnelles, donc aussi bien dans la littérature qu'au cinéma. Et on peut penser à Griffith, par exemple, la chute de Babylone dans Intolérance, en 1915 déjà, bien avant Métropolis, donc l'imaginaire de la ville détruite. Et puis effectivement, parler de dystopie, on peut dire que, je ne vais pas dire en termes de pourcentage, mais disons un très très grand nombre de films ne considèrent que la ville dystopique, justement, c'est-à-dire la ville cauchemardesque, la ville problématique. Bon, l'exemple de Blade Runner est évident, mais il y en a beaucoup d'autres. Même si elle a l'air d'être une ville utopique, je pense à celle de l'âge de cristal, par exemple, de Michael Logan. De Michael, non, pardon, bref, peu importe le nom du metteur en scène, donc où c'est une ville apparemment utopique, où on est éternellement jeune, etc. On s'aperçoit en fait que cette jeunesse est liée à la mort, puisque à un moment donné, pour que la jeunesse puisse se perpétuer, il faut effectivement que la vie s'arrête à un âge, donc en gros je crois que c'est 25 ans ou 30 ans, etc. Donc ça induit toute une hiérarchie des gens. Et puis ce qu'on trouve aussi très fréquemment dans les villes de ce type-là, c'est-à-dire des villes utopiques, entre guillemets idéal, c'est qu'il y a toujours un envers de la ville ou un en dessous de la ville, où par exemple dans ce film-là, c'est un ancien métro désaffecté, où les opposants justement au totalitarisme qui règne, et un totalitarisme qui prend la forme d'un ordinateur géant avec une voix féminine, ce qui est assez pas inintéressant aussi. On a besoin donc de cette résistance en quelque sorte qu'on trouve aussi dans Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, ou dans Oui, nous autres de Zamiati, oui, on a toujours cette même idée. Évidemment dans 1984 aussi, toujours cette idée d'une résistance, et qui s'exprime aussi de manière architecturale, justement par cette fois des villes en ruine, ou les retrouvailles avec la ville qui a pu être autrefois une ville justement qui était une ville qui aurait pu être idéale, mais qui a été détruite par la folie de l'humanité, etc. Oui. Donc il y a toujours ce rapport entre l'idéal et puis le dystopique, même si l'idéal reste à l'état de trace, en quelque sorte, et que l'idéal est toujours contaminé par la dystopie aussi. Voilà. Ouais, donc le constat est... Après, c'est vrai, sur les villes qui perdurent, je pense que la ville peut être dans l'écriture un piège, parce que Terry Pratchett a été littéralement piégé et emporté, je pense... La ville, c'est un peu un labyrinthe, un piège, on peut pas en ressortir. Terry Pratchett a été piégé dans Ankh-Morpork. Moi, je suis piégé depuis 2005 dans la même ville imaginaire, parce que le problème, c'est que la ville part du macroscopique jusqu'au microscopique. C'est-à-dire, on peut continuer à l'infini à écrire sur une ville. Si on la détruit pas, si on choisit pas de la détruire à un moment, la ville vous gagne en fait, et elle vous ronge, et on peut plus en sortir. Hein. On avait pensé dans les références cinématographiques à ces villes vues comme des prisons ou des purgatoires, ou je dirais même des creusets. Hein. On avait parlé de Dark City. Les villes sont souvent des lieux auxquels on ne peut pas échapper en fait. À la fois pour, je dirais, l'auteur, et à la fois pour le réalisateur ou les gens qui y vivent. Et donc, souvent, la meilleure manière de s'échapper d'une ville, on le voit dans la science-fiction, c'est de la détruire, parce que c'est un peu une abomination, quoi. Je veux dire, c'est Babylone, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est... Voilà. Oui, allez-y. Oui, dans la table ronde, tout à fait, oui, tout à fait. Très bonne remarque. Alors, juste, grâce à cette question-là, moi, je me permets quand même... En fait, je crois qu'il n'y a pas de table ronde après. Et comme je ne vois pas arriver Jérôme Gailleul pour nous taper dessus, on va continuer encore quelques minutes. Donc, s'il y a d'autres questions, on peut continuer encore quelques minutes, voilà. Mais du coup, je pose ma petite question. Est-ce que finalement, pour certains auteurs, alors peut-être pas forcément pour les auteurs qui sont là,
Mais pour certains auteurs qui tombent dans la ville, qui chutent dans le réel de la ville et qui en ressortent avec des histoires, est-ce que finalement c'est pas la ville qui écrit l'auteur et plutôt que l'inverse? Parce que si tu regardes par exemple Stephen King, il n'est jamais sorti du Maine, quoi. Tous ses romans, on revient sans cesse au Maine, etc. Paul Auster par exemple pour New York ou d'autres. Est-ce que c'est pas la ville qui vous écrit finalement? Est-ce que vous auriez été les mêmes auteurs ailleurs? Je vais juste rebondir sur King par rapport à ce qu'on disait. Je pensais par rapport à cette histoire de détruire la ville qu'il a quand même à un moment donné décidé de détruire une des villes qu'il a créées, donc Castle Rock. Ouais. Il a mis en scène sa destruction parce que je crois qu'il est... Je me demande s'il n'y est pas revenu ensuite quand même. Mais... après, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à la question précisément. Voilà. Ouais, la ville, j'en avais parlé un peu au début. Le problème de la ville, enfin, je me rends compte en plus au fur et à mesure de nos discussions, c'est que la ville va tout abolir. Pour la ville, plus rien n'existe. C'est-à-dire, la nuit, le jour n'existe pas dans une ville. Il y a un éclairage, il y a un emploi du temps pour fixer. Il y a des rues. La ville, on le voit, ses propres lois. Alors, il parlait tout à l'heure de Singapour qui règle les choses à sa façon. Mais c'est marrant parce que la Rome de l'Antiquité, ce qui me fascine, c'est que c'est une ville dans laquelle il n'y a jamais eu de police pour gérer 1 million d'habitants. Et la ville fait sa loi. Alors on le voit dans des villes réelles. Hein. Je pensais tout à l'heure quand on en parlait à Hong Kong, qui a été un peu une enclave. Berlin aussi, qui a réglé le problème de l'Allemagne qui est divisée à sa manière. Rome, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais la ville va tout abolir. En fait, la ville est un pays, une enclave à elle toute seule, avec ses lois, avec son monde, avec ses références. Je veux dire, on voit le traitement au cinéma qui est fait, même dans la vie, par exemple, à des villes comme New York, qui échappe en fait aux États-Unis. C'est une ville qui a son existence, qui a son maire, qui a son gouvernement et pratiquement un État. On le voit avec Los Angeles. Au bout d'un moment, la ville et même les villes imaginaires finissent par tout abolir. Donc elles ont leurs lois, elles ont leur monde et même leurs lois naturelles. J'avais dit l'alternance jour-nuit, c'est un peu la problématique au Dark City, une ville qui vit perpétuellement dans la nuit et ça n'émeut personne en fait. Je peux rebondir sur Dark City. Ouais, non, juste une minute. Non, sur Dark City, l'autre aspect qui est relativement récent dans le cinéma contemporain, c'est la ville simulacre. Dark City, c'est aussi une ville non seulement qui alterne le jour et la nuit, mais c'est surtout une ville qui se transforme sans arrêt et qui se transforme sous une sorte de formule qui permet qu'à un moment donné, le temps s'arrête en quelque sorte, et pendant ce temps-là, on a une opération de mutation de la ville, effectivement, qui affecte les habitants sans qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes. Mais on se rend compte en fin de compte que tout cela est un simulacre, et on a exactement la même idée, bien sûr, dans Matrix, hein, donc, où les gens croient vivre dans une ville réelle, alors qu'en fait c'est une ville simulacre. Voilà, oui, tout à fait. C'est impossible parce qu'il va reprendre le symbole de vertigo de la spirale où on ne peut plus sortir de... Pardon, excuse-moi. Dans Dark City, on ne peut pas sortir de cette ville au sens concret du terme, mais on va retrouver cette spirale qu'on trouve dans Vertigo, c'est-à-dire cette spirale qui ne va pas vers l'extérieur. Le labyrinthe, c'est toujours une spirale comme il est conçu originellement, un labyrinthe, c'est une spirale qui vous entraîne à l'intérieur. Si vous ne pouvez pas sortir du labyrinthe, c'est parce que vous êtes perpétuellement, c'est comme un vortex, ça vous ronge vers... Enfin, c'est la conception du Minotaure qui est enfermé dans ce... De plus en plus dur au fur et à mesure dans la c'est qu'une fois passé les premières étapes, ce sera toujours beaucoup plus facile de ressortir que d'aller vers le cœur. Oui, moi je voulais revenir sur le fait que vous préférez écrire sur des villes que vous connaissez. Je suis tout à fait d'accord. En plus, je suis journaliste, donc je préfère écrire sur des choses que j'ai vues, que j'ai touchées. Mais en même temps, vous êtes des écrivains de science-fiction. Donc vous écrivez sur des choses que vous ne connaissez pas encore sur le futur. Donc j'ai deux questions là-dessus. Comment vous faites déjà pour sortir de cette impasse, pour écrire de quelque chose que vous ne connaissez pas encore? Et puis si quelqu'un de vous, je ne sais pas, a écrit de voyage dans le temps, comment faire pour rendre une ville que peut-être vous connaissez, ou que vous ne connaissez pas, mais qui est dans le passé. Je rajoute qu'il y a un écrivain italien, Lanfranco Fabriani, qui a écrit 2 livres magnifiques sur des voyages dans le temps.
Et à un moment donné, les personnages se retrouvent dans la Florence du XIVe siècle. Et lui, il arrive vraiment à rendre cette Florence, parce qu'il parle des odeurs. En plus, c'est très drôle parce que les personnages, justement, ils viennent de notre époque. Donc, ils ont un regard complètement décalé. Et ils se plaignent tout le temps du fait que pour se laver, par exemple, ils doivent prendre un bain où ils ont froid en bas et chaud en haut, froid en haut et chaud en bas, etc. Donc voilà, les deux questions sont celles-là. Vuoi che traduco? Per Antonio. Buongiorno. Allora io chiedevo, visto che hanno tutti detto che preferiscono scrivere di cose che conoscono, di città che conoscono, che hanno veramente toccato e sperimentato, però al tempo stesso siete tutti scrittori di fantascienza, quindi in che modo questa specie di blocco che si può avere di fronte all'ignoto può essere superato da questo punto di vista, e soprattutto in caso di scrittura di viaggi nel tempo, in che modo si può rendere una città che non si conosce, o magari che si conosce al presente, in un secolo passato, ecco. Merci e grazie. Voilà. Alors, cominciamo con Antonio. Questo è un problema che io non ho mai affrontato, francamente, per cui non saprei bene come rispondere. E più di una volta mi è venuta la tentazione di scrivere qualcosa di fantascienza imperniata su una città italiana del tempo antico, tipo Milano o Firenze, però poi non ne ho mai fatto niente, ecco, per cui non saprei bene come rispondere a questa domanda. Bon, il n'a pas en fait vraiment fait cette expérience, ça l'a pas branché plus que ça de parler de villes, même italiennes, hein, visiblement qu'il connaissait bien historiquement. Alors, est-ce que vous voulez apporter une réponse ou non? Pas particulièrement sur le côté historique. Il y a eu Rome qui a été décrite pas mal dans l'Antiquité, parce que en fait, on a tous une vision très fausse de la Rome de l'Antiquité, et il y a pas mal de romans qui abordent ça. Enfin, c'est une ville que plus je découvre à travers certains écrivains, alors qui change en fait, qui est à la fois une ville qu'on connaît mais qu'on connaît pas du tout en fait. Et donc il y a des choses assez fascinantes alors pas sur les voyages dans le temps, mais sur les en fait sur des périples de héros romains tout simplement, où on vous présente Rome, parce que elle a des aspects à la fois qui nous ressemblent mais qui sont très différents. Je veux dire, il faut, type anecdotiquement, à l'époque impériale, tous les toits de Rome sont couverts à la feuille d'or, en fait pour impressionner les visiteurs, parce que quand on arrive le matin, enfin les gens qui arrivent le matin à Rome avec le soleil du matin, en fait voient une sorte d'éblouissement. En fait, c'est une ville comme une ville comme ça magique qui se découvre pour des gens qui viennent un peu de la campagne, qui viennent livrer leurs trucs, et on arrive toujours par la Via Sacra, donc on arrive au milieu des temples en fait. Et des temples de toutes les nationalités, et où on voit cette espèce de ville complètement internationale. C'est comme ça qu'on la découvre. Et puis, je dirais l'envers du décor, c'est des choses aussi qui peuvent nous fasciner. Je parlais tout à l'heure des égouts. Il faut savoir par exemple que dans l'Antiquité, la déesse des égouts, c'est Vénus. Hein. Vénus Cloacine, Venus Cloacina, c'est la déesse des égouts. Donc, au niveau imaginaire, ça nous renvoie à des choses, par exemple, qui sont complètement différentes. On parlait tout à l'heure de barrière de la langue, c'est des choses qui, pour nous dépassent. Vénus, qu'on associe souvent à l'amour, parce que Vénus, c'est aussi l'enfantement, en fait. Et c'est aussi l'intérieur, c'est aussi la matrice, en fait. Ok, donc nos villes qui excellent le réel, et qui sont des villes, finalement, pour le dire un peu provocateur, d'or et de merde, en fait. Alors, la dernière question, allez-y, parce qu'après, ils sont fatigués. Alors, allez-y. Alors, est-ce que vous vous servez des nouvelles technologies pour capturer l'âme d'une ville? Bonne question aussi. Moi, je peux répondre. Pour l'âme, peut-être pas, mais en tout cas pour la topographie.
Ça, c'est évident que Google Maps, par exemple, mais entre autres, les vieilles cartes routières aussi, sont très très utiles, et les plans en 3D sont intéressants également, quitte à faire complètement autre chose après. Mais voilà, c'est tout à fait intéressant. Heureusement que Google Maps capte pas encore l'âme, parce que... Moi, j'allais simplement rebondir en disant, on parlait tout à l'heure des restaurants, et pour moi, on capture autant l'âme d'une ville avec les petits détails du quotidien. C'est qu'est-ce qu'on mange dans les restaurants, quels sont les goûts, les odeurs, des tas de petits détails comme ça. Mais je pense que les restaurants, c'est peut-être un des détails les plus parlants. On peut pas apprendre ça sur Google. Allez, la toute dernière, vraiment. Ils sont gentils. Les vidéos, donc faites, oui, vous en servez aussi. Oui, de vidéos personnelles. Ouais. Mais les webcams aussi. Moi, je regarde souvent des webcams, sur le Grand Canal de Venise pour voir le temps qu'il fait, pour voir comment passent les Vaporetti, si ça a changé, etc. Bon, Venise a gagné quand même, largement. Merci à tous, vous avez été super. Merci pour votre participation. Merci au public aussi et bon festival. Voilà, merci.